Bien, ben, nous allons faire une démonstration sur tous les concepts qu'on a évoqués dans la première partie, dans la partie PowerPoint. Alors tout d'abord, ben, je suis dans un programme C# en mode console. On va commencer par faire un délégué à la mode C# 1.0. Donc je déclare mon délégué. Voilà. Donc un délégué de signature void. Ensuite, donc un petit commentaire. Je vais instancier mon délégué. Délégué de type 1.0 égale new. Ensuite, je vais déclarer dans mon main une méthode que je vais appeler M. Évidemment, elle dispose de la même signature que mon délégué, sinon ça ne marchera pas. Et je passe la signature de la méthode à mon délégué. Je vais compiler pour voir si tout ça fonctionne. Il ne me reste plus qu'à invoquer mon délégué. C'est bon, ça marche. Donc là, on a notre premier délégué façon C# 1.0. On va voir comment, à partir de C# 2, on pouvait manipuler également les délégués. Donc je vais déclarer une deuxième délégué. Que je vais appeler int de par sa signature. Voilà. Façon 2.0. Non, je vais peut-être me resservir de l'ancien. On va le garder celui-là sous le coude, mais pour la démonstration, ça sera mieux. Ah, petite erreur de frappe, pas mis à jour le copier-coller. Voilà, donc là on a un délégué façon C# 2.0 et on a notre première méthode anonyme. Puisque là la méthode est nommée, la méthode existe, elle est ici. Donc là il y a un intérêt de faire ça, même avec les versions de C# un petit peu plus évoluées, quand on a besoin d'une méthode, statique ou pas d'ailleurs, hein, là c'est la coïncidence parce que je suis dans static void main.
si cette méthode M, j'ai besoin d'avoir une portée, une utilisation qui soit plus élevée que le premier bloc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, je vais garder l'utilisation d'une méthode nommée, et après, un ou plusieurs délégués se serviront de cette méthode pour faire tel ou tel travail. Si j'ai besoin d'une méthode qui soit jetable, que je n'ai pas envie de déclarer de toutes parts une méthode et de l'écrire, je me sers de la syntaxe et des délégués façon C# 2.0. Voilà. Là, j'ai une méthode anonyme qui est pointée par le délégué et ma méthode part d'ici et s'arrête évidemment là. Voilà, c'est une méthode qui est pointée par le délégué D 2.0, D20. Elle ne porte pas de nom, c'est donc une méthode jetable qui a pour portée ici et ici. Alors on va continuer, on va passer à un C#, à un délégué façon C# 3.5 ou 3.0. Voilà, qui est fait. Et nous avons notre première expression lambda instruction, pardon. Alors, une lambda instruction, je le vois tout de suite parce que j'ai les accolades, ici et ici. Une lambda expression n'aurait pas comporté d'accolade. Effectivement, une instruction propose un état du point de vue de son instruction, de la méthode qui l'encapsule. J'ai pas de calcul, c'est simplement un état, c'est un affichage. Je n'ai pas une combinaison de valeurs au travers de cette instruction-là. Alors comment ça se lit tout ça? Ça se lit le délégué D 3.0 ou 3.5 est égal à l'expression lambda qui conduit à la méthode anonyme, celle-ci. Voilà, on a donc notre première lambda instruction, pardon. Alors, on va continuer. On va voir un peu comment on peut se servir d'autres types de délégués. Donc, qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Oui, j'ai fait celui-là, je vais le conserver. Donc, je vais rajouter 2-3 petites choses. Je déclare une valeur f. Je vais mettre ici par exemple, je vais peut-être rajouter le commentaire qui n'y est pas sur la dernière partie. Ça sera plus propre. 3.0 ou 3.5. Voilà. Alors je vais reprendre ça pour mon exemple et je vais m'en servir comme ça. On va y arriver.
convert to string. Je vais lui passer f. Et là, je vais rajouter... qu'est-ce que je vais rajouter? Alors, je vais la rajouter ici une autre expression lambda. Donc, celui que j'ai fait tout à l'heure, je vais m'en servir, ça tombe bien. Par exemple pour le calcul d'un carré. Et là, dans cette chaîne de caractères, je vais donc l'appeler. Premier, deuxième et troisième. Voilà, je compile pour voir si tout fonctionne. Ah oui, je n'ai pas assigné la variable f, donc je vais le faire ici. Une valeur quelconque. Voilà, donc j'ai utilisé cette fois-ci une expression lambda qui reçoit un int en argument et qui renvoie également un int en type de retour. Donc on le lit comme ça. F, ici, en entrée, va recevoir la valeur de retour de l'expression lambda suivante. F est passé à l'expression lambda, donc f conduit à x, qui conduit à x fois x, et le type de retour donc est retourné et récupéré ici par la variable f initiale. Et on a notre résultat ici. On continue, on va utiliser cette fois-ci une instruction pour bien faire la différence entre les deux. Donc je vais déclarer de nouveau, alors il faut que je le déclare, oui, delegate, cette fois-ci je vais faire pour changer un void. Voilà, je vais ensuite l'utiliser un petit peu plus bas. X conduit à, par exemple, return x égale 1. Alors, celle-là, on va la commenter, une instruction lambda. Ah, bah dis donc, lambda, voilà.
je vais m'en servir un petit peu plus bas, sur le même modèle que la précédente. Je vais garder ça, oui, sauf que là, il faut que je change. Voilà. Alors, le délégué pointant sur la lambda instruction va être appelé à ce niveau-là. Et il va passer f en argument. F devient x ici, qui conduit à x égale 1, donc du coup f est égal à 1, et je retourne la valeur à l'appelant. Qui c'est qui a appelé? C'est f là. J'ai bien un état, il n'y a pas de calcul, c'est une assignation directe, c'est équivalent à une constante. Je n'ai pas de combinaison de valeurs comme je pouvais avoir sur ma lambda expression. Je suis bien dans une lambda instruction, et une lambda instruction propose un état, quelque chose de figé, et c'est ce qu'on a, ici. On va tester. Ah, j'ai des erreurs. Alors j'ai des erreurs. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah oui, j'ai dû me tromper dans le type de retour. Oui, puisque ça retourne quelque chose, là, je suis obligé de changer un petit peu l'expression. Est-ce que ça suffit? Voilà. J'ai bien la constante 1 qui est retournée et qui a été appliquée à f. Alors, on va continuer. Donc on a vu les délégués 1.0, les délégués 2.0, les lambda expression et instruction de 3.5 ou de 3.0. Et maintenant on va voir la continuité des expressions lambda avec les arborescences d'expression. Alors, une arborescence d'expression me propose un code au niveau donné. C'est-à-dire que mon code source constitue mes données, les données de l'expression lambda. Je vais pouvoir, donc du coup, encapsuler ce code dans des parties d'expression, ce qui me permettra de les compiler à la volée si je le souhaite. Alors je vais mettre ici, déjà la syntaxe pour la déclarer, je vais faire un petit peu de place, voilà. Il faut rajouter, oui, pardon, une chose quand même importante. Non, c'est bon, je l'avais. Using systemlink.expression. Une fois que ça c'est bon, on peut se mettre à l'écriture de la méthode. Je vais dire qu'elle a une signature de type int. Int et bool, voilà. Elle s'appellera expression tree. J'ai oublié, voilà. Et elle conduira à x, qui conduit à x supérieur à 1. Voilà. Donc ça, c'est le corps de mon expression lambda. Maintenant, on va voir que cette expression lambda, elle est créée à ce moment-là, mais elle n'est pas compilée, et je peux récupérer sous forme de chaîne de caractères le résultat de l'expression, enfin la composition de l'expression plutôt. Donc j'ai une classe qui s'appelle paramètre expression, je vais lui dire param, qui est égale à paramètre expression pour le cast de mon arborescence d'expression. Point paramètre le 0. J'ai également la
possibilité d'utiliser une classe binary expression, opération. Et là, je veux récupérer le corps de mon arborescence, le paramètre, parameter expression, voilà, le left, et là, je veux, oui, le left de l'opération, point left. Pareil, paramètre expression. Non, là j'ai fait une erreur. C'est pas du paramètre expression là. Voilà. Donc je vais expliquer tout ça ensuite. Le right, content d'introduction, alors on y est presque. Voilà, la preuve qu'on peut récupérer donc l'intégralité de mon expression, de mon arborescence. On va afficher ça, tout ça dans un console WriteLine qu'on va modifier évidemment. Alors il me faut le premier paramètre ici. Qui va conduire à premier argument récupéré. Le deuxième et le dernier. Le troisième. Qu'est-ce qui me manque? Oui, voilà. Ça. Tout ça, c'est du texte. On tourne à la ligne, c'est un petit peu plus clair. Et donc là, je vais dire que c'est mon param propriété name. Le left point name. Le cœur de l'opération qui était une opération binaire. Not type. Voilà. Et le dernier. Sa valeur. On va enregistrer, on va exécuter. Voilà, on a donc récupéré la valeur de notre expression qui conduisait, je vous le rappelle, à vérifier que x était inférieur à 1. Et si c'est le cas, on avait un paramètre de type result qui était renvoyé, qui était 1 ou 0. Donc là, on a récupéré
le contenu de mon expression. Rien n'est exécuté là. Ça veut dire que j'ai du code source qui est encapsulé dans une arborescence d'expression et qui peut mener au travers de différents tests ou paramètres à être compilé à la volée. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va partir du principe qu'à partir de là, c'est l'expression qui nous convient. Et on va écrire console.writeLine. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire je sais pas, vrai ou faux. On va rajouter même ça, voilà. On aura le résultat ici. On va appeler maintenant l'expression free.compile et on va l'invoquer au passage avec on a besoin, non là j'ai fait une bourde, on a besoin, je vais fermer ça, voilà, on a besoin ici, puisqu'on est dans une chaîne de caractères, donc on va fermer ceci. ToString. Est-ce que j'ai pas oublié de parenthèse? Je ne sais pas. Il va vite me le dire. Voilà. Donc le cœur de l'expression a été récupéré. Il a été affiché. Je vous rappelle que le cœur de l'expression est récupérable au travers de différents paramètres qui peuvent être récupérés encore une fois derrière pour recomposer une nouvelle expression et compiler la bonne expression à la fin. Et c'est ce qu'on a fait ici. On a compilé notre expression. Du coup, on l'a invoqué en passant l'argument 1 en tant que paramètre, en tant que constante. Donc 1 conduit à la question est-ce que 1 est inférieur à 1, donc il m'a retourné non du point de vue de l'expression booléenne ici. Et c'est pour ça que, donc je vais réexécuter un coup, on avait fails ici concernant mon expression. Donc voilà, ça c'est pour les arborescences d'expression. On va voir maintenant ce qu'on appelle les types anonymes. C# 3.5, oui je crois, oui, j'ai un petit doute, il faudra vérifier, mais je crois que c'est 3.5, a introduit le mot-clé var, qui m'autorise à ne pas typer ma variable. Donc, anonyme type est égal à new. Et là, par exemple, j'ai besoin d'un type qui va comporter un name, avec un prénom, j'ai oublié quelque chose, je crois pas. Si, j'ai peut-être une parenthèse en trop là. Voilà. Donc voilà. Et du coup, j'ai un type qui est jetable. Ce type-là constitue une classe que j'ai instanciée à l'aide de l'opérateur new et qui est pointée par un objet qui s'appelle AT. Si je m'amuse à mettre la souris sur var et que l'infobulle s'affiche. Alors je ne sais pas si vous voyez avec la capture d'écran, mais si ce n'est pas le cas, donc j'ai indiqué Anonymous type A et il m'indique que le type est string name, string first name.
Après, pour m'en servir, c'est pas très compliqué. Je m'en sers comme d'un objet. First name, j'ai bien des propriétés qui lui sont assignées. Ah oui. Il n'a mis qu'une seule partie parce que j'ai pas mis les insertions. Ça doit être mieux maintenant. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu besoin d'utiliser une classe jetable. Je me suis dit, bon, je vais pas faire une vraie classe à part entière parce que j'ai juste uniquement besoin de mon type à cet endroit-là. Donc j'ai fait une classe anonyme, donc un type anonyme, que j'ai instancié à l'aide de l'opérateur new. Tout seul, il a détecté que name était un string et first name était un string parce que il a détecté que là j'étais en train de lui assigner une chaîne de caractères là également. Et puis après, j'utilise mon type comme j'utiliserais un type tout à fait classique avec nom de l'objet, opérateur point et nom de la propriété que je souhaite utiliser. Alors, une dernière chose, les extensions, les classes d'extension. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin, sur là encore une opération éphémère, jetable, de surcharger une classe. Donc la première opération, ça serait de faire un héritage en bonne et due forme. Mais je me dis, c'est pas la peine que je crée réellement une classe qui hérite de ceci ou de cela. Il y a uniquement dans cet endroit-là du code que j'en ai besoin. Donc ce que je vais faire, c'est une classe d'extension. Donc je vais me mettre en dehors de ma première classe. Donc je vais déclarer une classe statique. Je l'appelle extension. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette classe d'extension? Elle va surcharger le type string fourni par Visual Studio. Donc là, je crée une méthode statique que j'appelle extend, qui retournera un type string. Et je dis qu'elle va recevoir une référence au type string. Pour ceux qui se rappellent un petit peu des opérateurs de surcharge de C++ sur le module C++ en deuxième année, ça ressemble, cette syntaxe et cette philosophie ressemblent nettement aux opérateurs surchargés de C++. Et là, je vais lui dire qu'on va rajouter quelque chose du genre là. Voilà, ça ira bien pour la démonstration et évidemment return S derrière. Donc je vais recompiler un petit coup, voilà. Je vais me mettre un petit peu plus bas où il y a de la place pour donner un exemple d'utilisation. Alors voilà, à la fin c'est plus logique. Right line. Qu'est-ce que je vais... je vais récupérer... voilà.
Je peux pas faire ça parce que c'est un type anonyme. Et on voit que notre méthode extend est ici. Elle surcharge donc bien le type string fourni par Visual Studio. Et voilà, on a donc surchargé la classe string. Merci de votre attention.